Bienvenue sur Magia Imperii Alteran, une fanfiction Harry Potter. Catégorie Fantasy, Multicrossover, Boys Love. Un contenu proposé par le studio Kali Records. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour être notifié de la suite. Maintenant, place à l'histoire. Chapitre 11. Point de vue, Harry. Et me voilà enfin dans l'arène, entourée d'ennemis et d'amis. Oh joie, pensai-je. Je lançai un regard circulaire pour voir qui était présent. Évidemment, je vis 13 personnes, soit oncle Albus et les 12 autres gouverneurs autour d'une grande table. Je vis tante Valburja, assise confortablement au siège black, avec un regard dédaigneux envers les autres gouverneurs. Tandis qu'oncle Sirius était assis à la chaise des Potter, en tant que proxy, avec un petit sourire amusé. Il était évident qu'il attendait avec impatience la débâcle. Je serrai la main de Charlie avec un peu plus de force, anxieux. J'étais vraiment content d'avoir suivi les enseignements de tante Valburja concernant les maisons nobles. Voir toutes les familles sorcières. Selon elle, je me dois de connaître les noms, visages et histoires de mes futurs serviteurs. Enfin, je dis serviteurs, mais elle a dit esclaves. J'observais alors les personnes assises autour de la table en forme de demi-cercle, les détaillant les uns après les autres. Il y avait tante Valburja, vêtue d'une longue robe noire et argentée, avec le blason de la famille Black brodé dessus, et portant plusieurs bijoux, que ce soit une bague similaire à celle du lord de la maison Black, ou bien un torque celtique en argent, avec un splendide onyx serti au centre. Elle avait une canne dans ses mains. Le pommeau était fait d'argent, sous la forme d'un corbeau. Comme d'habitude, elle arborait un visage autoritaire et fier, crucifiant du regard certains gouverneurs. Elle me fit un petit sourire qui ne dura qu'une seconde, et je fus le seul à le voir. Elle siégeait en tant que Black. Oncle Sirius, habillé d'une belle robe rouge bordeaux avec des filigranes d'or et d'argent le long du tissu. Je pouvais facilement apercevoir les blasons Potter et Black, brodés sur le torse. N'étant pas très fan de bijoux, il n'avait que sa propre bague de Lord Black, une chevalière en or blanc, avec un saphir noir étoilé sous la forme d'un corbeau, tenant en son bec une baguette magique, sertie au centre. Lui aussi avait une canne, avec un pommeau en argent sous la forme d'un chien. Il m'avait expliqué que c'était sa pimp canne, canne de proxénète, pour se moquer de Lucius Malfoy, ce qui m'avait fait bien rire. Il avait les yeux rieurs et me fit un clin d'œil discret, ce qui me fit ricaner. Il siégeait en tant que proxy pour les Potter. Oncle Albus, vêtu toujours de sa robe bariolée, avec sa longue barbe blanche et ses lunettes en demi-lune, le regard rieur, il savait parfaitement ce qui allait se passer et il n'attendait que ça. Il siégeait tout simplement en tant que directeur de l'école. Comparé au gouverneur, son siège était en face de la table, soit juste en face du président du conseil des gouverneurs. Amos Diggory, vêtu d'une robe jaune et or, avec des coutures noires tout le long de sa robe. Je vis son blason, celui de la maison Diggory, fièrement brodé sur son torse. Il avait un visage neutre et sympathique, et des yeux assez chaleureux. Je devais avouer qu'il était assez charmant, ce qui me donnait bien envie de voir à quoi ressemblait son fils. Qui sait, j'avais peut-être d'autres âmes sœurs. Contrairement aux autres gouverneurs,
Il n'avait pas de canne, ce qui me fit sourire. Je pus aussi voir sa chevalière de l'Orde. Elle était faite d'or avec une topaze impériale, sous la forme d'un blaireau serti en son centre. Sa bague me rappelait étrangement la famille Poussoufle, et je me dis que je devrais me renseigner plus avant sur sa famille. Il me fit un sourire chaleureux, ce qui me rassura un peu. Il siégeait en tant que Diggory. Augusta Londubat, la douanière de la famille Londubat, vêtue d'une horrible robe verte avec une étole de renard autour du cou et, à ma plus grande horreur, un hideux chapeau orné d'un vautour empaillé sur la tête. Sans oublier son sac à main rouge. Elle était assez âgée, les traits tirés et le visage renfrogné. Selon tante Valburga, Augusta Londubat a toujours été connue pour être une personne de caractère, et cela se voyait. Elle portait une bague en argent ornée d'une émeraude sous la forme d'un L. Mais ce n'était pas la bague originale. Je savais qu'elle ne pouvait porter la bague originale attendu que Franck Londubat était encore en vie, bien qu'il soit actuellement un patient de Sainte-Mangouste. La bague ne pourrait être transférée qu'à Neville en temps voulu. Elle me regardait de ses yeux perçants, m'analysant, ce qui me fit resserrer mon emprise sur la main de Charlie, ce qu'elle vit. Son regard s'adoucit alors. Elle siégeait en tant que Londubat. Mulciber note, habillée d'une longue robe bleue profonde, avec des filigranes en argent courant le long de la robe, pour finalement prendre la forme du blason de la maison Note au niveau du torse. Il portait évidemment une chevalière en argent doublement sertie d'une topaze et d'un diamant. Sûrement la bague de l'Orde. Son visage était complètement neutre, tout comme son regard. Ça me rassura, d'une certaine façon, car si il était effectivement du côté des mange-morts, son regard serait soit dédaigneux, soit plein de haine. Il siégeait évidemment en tant que Note. Marvin Flint, vêtu d'une robe noire avec des bandes vertes profondes. Contrairement aux autres, il avait une boucle d'oreille avec une petite émeraude, sûrement enchantée pour le protéger d'une quelconque façon. Le blason des Flint était brodé non pas sur le torse, mais l'épaule. Il arborait une chevalière ciselée en argent avec un chrysobéryl serti en son centre. L'argent prenant la forme d'un F majuscule au-dessus de la gemme. Contrairement à Mulciber, je pouvais voir l'anxiété peinte sur son visage. Son regard s'attarda sur moi, et je pus voir à travers ses yeux qu'il ne me voulait pas de mal. Mais je me tins tout de même sur mes gardes. Il siégeait en tant que Flint. Malthus Rosière, vêtu d'une longue robe verte forêt, avec le symbole d'une rose rouge brodée sur le torse, le symbole de la maison Rosière. Je pouvais apercevoir sa bague, une chevalière en rhodium avec un grenat en forme de rose au centre. Son visage était dur et assez haineux, ce qui me fit frémir. Je ressentis l'anxiété de Charlie, qui se colla à moi, et je compris pourquoi en voyant le regard plein de dégoût et de haine de cet homme. Il était évident qu'il ne me portait pas dans son cœur, et encore moins un Weasley. Pour moi, il était évident que Marthus Rosière était un véritable mange-mort, rien que par son comportement. Je me devais de m'occuper de lui, un jour ou l'autre. Il siégeait en tant que Rosière, depuis la mort de son fils Evan. Corban Yaxley, habillé d'un manteau noir par-dessus une chemise beige, avec le blason des Yaxley brodé sur la poche avant de son manteau. Il portait des gants en cuir de dragon, avec une chevalière en bronze par-dessus. Il était assez grand,
un visage mauvais que je considérerais de quasiment maléfique, un regard noir et abject, et un sourire mauvais. Il était l'archétype même du méchant, du vilain, du serviteur et larbin du mal. En somme, un mange-mort dans toute sa splendeur, libéré ou n'ayant jamais été attrapé. Contrairement aux autres, il représentait la famille Burke et non pas la sienne. Héraclès Parkinson, vêtu d'une longue robe noire avec des rayures, avec un manteau noir à fourrure par-dessus, il portait lui aussi des gants en cuir, avec une chevalière en argent sertie d'un grenat sanguin. Sûrement sa chevalière de l'ordre. Je ne savais pas grand-chose sur lui, si ce n'est sa relation avec Perseus Parkinson, un ancien ministre de la magie démis de ses fonctions il y a longtemps. Il était vilain, très vilain, à la limite de la laideur, et de ce qu'on m'avait fait comprendre, c'était génétique. J'osais imaginer ses enfants, et je frémis d'horreur. Je serais un peu plus la main de mon âme sœur. Parkinson siégeait évidemment en tant que membre de sa famille. Hector Smith, vêtu d'une longue robe couleur or, avec des bandes noires et des blaireaux brodés sur les épaules, je pouvais voir le blason de sa famille sur son torse, et je manquais de rire en voyant une fois de plus un blaireau. Malgré la déculottée publique, ils étaient toujours fiers d'être liés à la famille Poufsouffle et continuaient de se revendiquer en tant qu'héritiers légitimes. Je remarquai très vite le regard haineux qu'il me lança, sûrement dû au fait que la coupe de Poufsouffle m'appartenait. Il portait une chevalière en bronze qui avait l'apparence de l'or pour les moins instruits, avec une topaze en forme de blaireau. Sa bague ressemblait étrangement à celle de Diggory, et cela renforça ma suspicion. Il siégeait évidemment en tant que Smith. Thorfinn Hall, vêtu d'une longue robe noire, avec des filigranes en or le long de sa robe, et le blason de la maison Hall brodé sur ses épaules. Il avait gardé son manteau sur lui, ce qui lui donnait une allure impressionnante. Contrairement aux autres, il était très grand, avec une carrure imposante, digne d'un sportif. Une autre chose qui dénotait, par rapport aux autres, étaient ses cheveux blonds et courts, tandis que les sorciers gardent d'habitude les cheveux assez longs. Enfin, il avait un regard perçant et mauvais, sans compter son sourire malsain qui me mettait mal à l'aise. Il arborait une chevalière simple en argent avec une améthyste. Il siégeait évidemment en tant que rôle. Lucius Malfoy, vêtu d'une longue robe noire, recouverte par un manteau noir en hermine, avec des boutons en argent, avec le blason des Malfoy. Je pouvais aussi apercevoir une étole de fourrure autour de ses épaules, sans compter une broche en argent sur le devant de son manteau, représentant en grand le blason Malfoy. Je l'observai plus avant, et je vis qu'il portait des gants en cuir de dragon, avec par-dessus sa bague une chevalière en or blanc avec une émeraude en son centre, l'or blanc formant un M majuscule sur la gemme. Il tenait aussi dans ses mains une longue canne en bois, avec un pommeau en argent ayant l'apparence d'un serpent. Mon oncle Sirius m'avait dit que sa canne, contrairement aux autres, servait aussi de fourreau à sa baguette. Il avait un regard hautain et un petit rictus amusé en me regardant, me sous-estimant, chose qu'il allait fortement regretter. Il était assis au centre de la table, sur un siège plus important que les autres, plus grand et onéreux, soit celui du président du conseil. Il représentait évidemment sa propre famille. Et voilà, je venais enfin d'observer tout ce présent, ne prenant pas en compte évidemment mon âme sœur, oncle Rémus ou nos gardes. « Y a-t-il une raison pour cette réunion »
demanda Yaxley. Oui, il y en a une, Corban. Et nous pourrons sûrement l'entendre une fois que ta bouche sera close, répondit Mulcibernote avec une pointe de venin. La dernière chose dont j'ai envie, c'est de t'écouter, traître, répondit Yaxley. Silence! Nous ne sommes pas là pour entendre vos élucubrations. Et si vous souhaitez vous chamailler comme des gamins, sortez de là! Cria alors Augusta Londubat. Un silence s'abattit sur la salle. Mais on pouvait tout de même entendre les ricanements de Sirius, qui s'attira un regard réprobateur de sa mère. Ce fut tante Valburga qui prit la parole. « Albus Dumbledore, pourrions-nous savoir la raison pour laquelle vous avez convoqué ce conseil en urgence ?» demanda-t-elle de façon officielle. « En effet, Lady Black. J'ai convoqué d'urgence ce conseil suite à la demande d'Adrian James Potter, en tant qu'héritier des maisons Gryffondor, Serre d'Aigle et Serpentard, répondit oncle Albus. Hein? Et depuis quand répondons-nous à un gamin? Demanda alors Malthus Rosière. Depuis que mon filleul est le propriétaire de cette école, alors je te conseille de te taire et d'écouter, Malthus, fit oncle Sirius avec véhémence. Mon fils a raison. En tant qu'héritier et propriétaire de cette école, Harry est dans le droit de convoquer ce conseil. Et nous devrions l'écouter pour en savoir plus, rajouta tante Valburga. Quant à moi, je suis intriguée pour la raison de cette réunion. Pourriez-vous nous éclairer, héritier Adrian? Demanda alors Amos. Bien entendu. En tant qu'héritier et de facto propriétaire de l'école et des environs, j'ai décidé, avec mon gardien, de vérifier les comptes de l'école, chaque dépense, chaque règle, pour être rassuré quant à son bon fonctionnement, dis-je alors. Immédiatement, Lucius, Malthus, Corban, Thorfinn, Héraclès et Hector pâlirent. Ils avaient très bien compris ce à quoi je faisais allusion, et cela n'augurait rien de bon pour eux. « Et qu'avez-vous découvert, héritier Adrian ?» demanda alors Marvin Flint. « Eh bien, j'ai avant tout découvert des incohérences au niveau de la trésorerie. » Commençai-je. « Des incohérences ?» demanda Sirius, jouant le jeu. « En effet, oncle Sirius, j'ai découvert des incohérences importantes qui, si je ne m'abuse, sont responsables du déficit de Poudlard. Oncle Albus, si je me souviens bien, tu m'as expliqué que certaines salles, les dortoirs, l'une des salles de bain et le logement du gardien des clés ont besoin de rénovation, sans compter les meubles qui doivent être changés, la bibliothèque qui a besoin de nouveaux livres, et tout cela, c'est bien ça? Demandai-je. En effet, mon garçon, c'est bien ça, répondit Albus, le regard rieur. Normalement, et selon la logique, tout cela aurait dû déjà être réalisé. Cependant, les fonds nécessaires ne sont pas présents, ce que j'ai trouvé étrange. J'ai donc regardé la trésorerie de l'école, plus précisément les livres de compte. C'est alors que j'ai découvert une chose assez intéressante, déclarai-je avec un petit rictus. Qu'est-ce donc, héritier Potter? Demanda Lucius en le dardant du regard. Vous faites bien de me le demander, Lord Malfoy. J'ai découvert que les familles de sang pur ne payent que 1/10 des frais de scolarité, que les sang mêlés payent la totalité des frais de scolarité et que, à mon plus grand étonnement, les nés de Moldu payent le double des frais de scolarité, sans compter que certaines familles qui, comme par hasard, sont membres de ce conseil, ne payent aucun frais. Pour ceux qui ne savent pas, une année à Poudlard coûte 200 galions, attendu que c'était la meilleure école de tout le pays. Ce qui veut dire que un sang pur paye seulement 20 galions, tandis qu'un nez de Moldu paye 400 galions. Il faut savoir que 400 galions représentent 2000 livres pour un Moldu, ce qui est beaucoup. Je suppose que l'augmentation des frais de scolarité pour les nés de Moldu
a été mise en place pour les dissuader de venir à Poudlard et d'aller dans d'autres écoles, moins importantes. Cela n'explique cependant pas la réduction pour les sangs purs, révélai-je. Amos et Augusta froncèrent des sourcils, car ils se souvenaient parfaitement avoir versé la somme de 400 galions chaque année. Et ils le firent savoir. « Je me souviens avoir payé 400 galions pour mon fils, héritier Adrian, » répondit alors Augusta. « En effet, lady Londubat, je voulais en venir à ce fait. J'ai remarqué que certaines familles de sang pur, qui sont considérées comme très lumineuses ou traîtres à leur sang pour avoir été du côté des nés de Moldus et de leur intégration, payent l'entièreté des frais de scolarité, » répondis-je avec un sourire. « Quoi ?» hurla alors Amos. « C'est un scandale !» s'écria Augusta. « J'en reviens donc à ma question première. Y a-t-il une raison valable pour ces réductions? Car elles ne s'appliquent même pas à tous les sangs purs. » fis-je alors. Charlie resserra son emprise sur moi, se collant juste derrière moi, dévisageant Corban et Malthus. 5 minutes s'écoulèrent sans que personne ne parle. Je prends donc ce silence comme un non. Cependant, le problème ne s'arrête pas là. « Et pourquoi devrions-nous répondre à un gamin de ton genre, petit ?» intervint alors Hector Smith. « Car contrairement à vous, Lord Smith, de la lignée illégitime des Poufsouffles, je suis un héritier légitime de mes titres et donc possède cette école, ce terrain, le village de Préolard et même la coupe de Poufsouffle, » répondis-je alors avec un sourire sadique. Tante Valburga et oncle Sirius cachèrent leur sourire, tandis qu'Amos, Augusta, Mulciber et Marvin arboraient un regard approbateur. De son côté, Hector Smith devint rouge et s'apprêta à ouvrir la bouche lorsqu'il fut interrompu par Dumbledore. « Mon garçon, que voulais-tu dire par « le problème ne s'arrête pas là » demanda le vieil homme. « Très simple, oncle Albus. J'ai remarqué une autre incohérence dans les livres de contes. Une incohérence que je considère comme du vol, » répondis-je. Un nouveau silence s'abattit sur la salle. Être accusé de voleur parmi les sorciers était considéré comme un tabou social, une honte, une tache sur la famille. « Quoi donc ?» a demandé alors Amos, le visage sérieux. Eh bien, il semblerait que certains gouverneurs aient reçu une paye substantielle qui plus est. Une paye qui n'est pas le cas pour tous les gouverneurs. Une paye qui est de 1000 galions par mois pour Lucius Malfoy, Corban Yaxley, Thorfinn Rowle, Héraclès Parkinson, Hector Smith et Malthus Rosière, soit une perte totale de 72 000 galions par an. Ce qui suffirait à payer l'entièreté des rénovations, par exemple. À la place, nous avons un trou conséquent dans la caisse, soit une dette supérieure à 1 million de galions. Après tout, l'école est censée rapporter environ 80 000 galions par an. Cependant, elle ne rapporte que 40 000 galions suite aux réductions pour les sangs purs, sans compter les payes des professeurs, du concierge et du gardien des clés. Je ne vous parle même pas du renouvellement des ingrédients de potions. Heureusement, nos serfs arrivent à fournir l'établissement, fis-je alors. « Comment oses-tu me traiter de voleur, petite merde ?» hurla alors Héraclès Parkinson. Ce dernier se leva furibond de sa chaise et se jeta sur moi au choc de tous. Avant même qu'il ne puisse me toucher, il se prit avec férocité le poing de Charlie en plein visage, avant d'être pointé par les baguettes de Sirius, Valborja, Amos, Mulciber, Marvin, Augusta, Albus et les 10 gardes. « Comment oses-tu agresser mon neveu? Sale traître à son sang, fils de troll, tu vas me le payer et tu vas regretter de t'être mis en travers des blacks !» hurla alors tante Valburja. Avant que quiconque ne puisse l'arrêter, elle jeta un sort inconnu sur l'homme à terre. Au plus grand choc de tous, rien ne se passa, ce qui intrigua tout le monde. « Qu'est-ce que… » commença alors Lucius Malfoy. Tout à coup,
Héraclès se mit à hurler de douleur. Le blason des Blacks apparut alors sur sa peau maintenant rouge. Il arrêta alors de hurler, soupirant et couinant après coup. Charlie resserra son emprise sur moi et me prit dans ses bras par précaution. « Est-ce que l'un des gardes pourrait appeler Barthélemius Crompton ?» demanda alors oncle Albus, mécontent. « Tout de suite !» fit un des gardes avant de quitter la salle en toute urgence. Seulement 5 minutes plus tard, il revint accompagné du directeur du département de la justice magique, Barthélemius Crompton, accompagné de la directrice adjointe, Amelia Bones, et de 2 aurores. « Albus, que se passe-t-il » demanda-t-il. « Barthélemius, je suis vraiment navré de te faire mander ici. Mais Héraclès Parkinson a tenté de faire du mal au jeune Harry, après que celui-ci ait révélé ses vols, » répondit oncle Albus. « Est-ce vrai » demanda-t-il. « C'est vrai, cet abruti s'est jeté sur mon filleul » hurla oncle Patmol, vraiment pas content. « Bien, Aurore, arrêtez cet homme » fit alors Barthélemius. « Il nous faudra tout de même recueillir vos dépositions » fit alors Amelia Bones. « Nul besoin, je vais vous donner un souvenir » répondit alors oncle Albus. Il sortit une fiole et, à l'aide de sa baguette, il a extrait son souvenir pour le placer dans le réceptacle avant de le donner à Amelia Bones. Ils partirent juste après. « Bon, nous pouvons tout de même reprendre la réunion » fit alors tante Valburga. En effet, bien que la réaction de Lord Parkinson a été décevante et honteuse, nous devons finir ce conseil car j'aimerais tout entendre, répondit alors Mulcibernote. Comme je le disais, les individus que j'ai précédemment mentionnés sont des voleurs. Les livres de contes le prouvent, et je suis persuadée qu'en demandant aux gobelins de vérifier, ils trouveront encore plus de preuves. Cependant, il y a un autre problème qui m'intrigue, dis-je alors. « Qu'est-ce donc » demanda oncle Sirius. « Eh bien, j'ai cru remarquer qu'il y avait beaucoup plus de cours avant. Or, ce n'est plus le cas. Avant, il y avait des cours tels que les duels, la magie noire, l'étude des arts obscurs, l'étude de la magie blanche, l'alchimie, l'étude des rituels, l'étude des us et coutumes du monde sorcier, l'éthique et la politique sorcière, soit tant de temps qui seraient très utiles et pourtant, ces cours n'existent plus. J'ai vérifié et j'ai compris qu'ils ont été supprimés au fur et à mesure par les gouverneurs, dans le but, selon moi, d'affaiblir et de limiter l'accès à la magie au nez moldu, fis-je tout en souriant. Je ne vois pas pourquoi les sorts de bourbe devraient avoir accès à tout ça, cria alors Corban. Peu importe. J'ai remarqué qu'il y a trop d'incohérences et d'interférences de la part de certains individus. J'en suis donc venu à une conclusion, répondis-je avec un petit sourire. Et quelle est-elle ? Demanda alors Lucius Malfoy, me dévisageant. C'est très simple. En tant que propriétaire de l'école Poudlard, j'ordonne la dissolution du conseil des gouverneurs et la création du conseil académique Poudlard dont je choisirai les membres, répondis-je. Vous avez écouté Magia Imperii Alteran, une fanfiction Harry Potter. Catégorie Fantasy, Multicrossover, Boys Love. Un contenu proposé par le studio Kali Records. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour être notifié de la suite. Je vous dis au prochain chapitre.